Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va initier une nouvelle série sur un ouvrage qui s'appelle The Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis, qui est une mise à jour des connaissances sur notre discipline d'un point de vue neuro et scientifique. Donc c'est plutôt intéressant pour les passionnés, pour les professionnels, pour remettre en question parfois nos connaissances théoriques, parce que on reste tous avec des pré-talks qui souvent sont très simplifiés pour les personnes qui viennent nous voir ou quand on fait de l'hypnose de rue, de l'hypnose de scène. Seulement, c'est pas nécessairement la justesse de ce qui se passe dans une session d'hypnose. Là, on a un ouvrage qui, sur différents thèmes, et c'est un gros ouvrage, il fait 1000 pages, à tenter de décrire, d'expliquer le mieux possible ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe d'un point de vue psycho, etc., afin de donner à terme les bonnes pratiques, les meilleures pratiques dans le quotidien. Alors bien sûr, d'un point de vue empirique, si vous avez des feedbacks et des retours qui sont positifs dans vos sessions, la notion théorique, on pourrait le mettre un peu de côté. Mais je trouve que c'est cool qu'on puisse être à jour, ou en tout cas chercher à être à jour sur notre discipline et dans le partage d'informations que l'on fait. C'est pour ça que je vous le propose dans un petit résumé, bien sûr, d'un point de vue francophone, ou en tout cas en français. Première chose, on va parler aujourd'hui du premier chapitre, qui est d'ailleurs écrit par un Français et qui parle de l'histoire de l'hypnose. La plupart d'entre nous, on le connaît plus ou moins bien. Je vous rappelle que Brice Lemaire avait écrit un gros ouvrage sur le sujet qu'il a appelé, je crois, je vais vous dire ça tout de suite, Histoire de l'hypnose, tout simplement. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez vraiment plein d'anecdotes et sur différentes périodes, en même temps que sur différents lieux. Et ce qu'a fait Monsieur Fitoussi également, où il a divisé en plusieurs périodes notre histoire de l'hypnose, à commencer par la période de la transe, ce qu'il a amené de préhistoire-antiquité. Donc c'était les premières pratiques hypnotiques. On pouvait les retrouver où dans les rituels religieux, on pouvait les retrouver où dans les rituels de guérison. Après, il y avait les chamans, les guérisseurs, les prêtres, les médiums qui utilisaient ces états pour avoir des sensations, des impressions, etc., etc. Il y avait tout le travail avec les rythmes, s'il y avait des tambours ou des chants, ou tout simplement avec des fixations visuelles. On connaît tous le fait de simplement regarder une flamme, ce que ça peut faire, ou regarder les étoiles, etc., etc. On sait qu'en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce, il y avait le principe d'incubation, c'est-à-dire de rentrer dans des temples et puis rester pendant un long laps de temps jusqu'à obtenir des états qui pouvaient être modifiés. On pouvait même dire que dans certains temples, notamment les Piti, c'était plutôt de l'hypnosédation parce qu'il y avait des herbes qui étaient potentiellement drogantes à ce moment-là pour faire rentrer dans des états encore plus intenses. Après, on connaît bien 18e siècle, le magnétisme animal, Franz Anton Mesmer, qui lui estimait qu'il y avait un fluide, donc ce n'était pas quelque chose de psychologique, mais quelque chose de très physique, et qui permettait de rééquilibrer les corps pour guérir les maladies. Donc ça impliquait des crises magnétiques, où les participants entraient dans des transes très intenses. Ça a été mis un petit peu à mal par Benjamin Franklin en 1784, qui a conclu que c'était surtout lié à l'imagination et du coup pas vraiment un fluide physique. À la même période, il y avait, on a eu Puységur, qui lui avait aussi réfuté la notion de fluide, était plutôt arrivé dans la notion d'une force psychologique qui amenait vers un sommeil somnambulique ou un somnambulisme artificiel, et ça permettait cet état-là d'avoir des dialogues avec le patient. On avait aussi, et vous le connaissez très certainement, l'abbé Faria, avec l'école imaginationniste, qui lui a plutôt pris le côté psychologique et de sommeil nerveux
pour expliquer tout le principe de sommeil lucide. Après, on a eu l'hypnotisme, donc qui est vraiment le moment où on a passé une étape de ce fluide à quelque chose de plus concret. En l'occurrence, c'est James Braid, dans les années 1840, qui est allé vers une explication plus rationnelle, je ne sais pas si on peut dire plus scientifique, des phénomènes hypnotiques, et il montra que l'hypnose pouvait être induite avec la fixation du regard, de l'attention, une concentration, et ça a mis complètement de côté tout ce qui était fluide magnétique. En France, 19e, on avait 2 écoles majeures, vous les connaissez aussi très certainement, l'école de la Salpêtrière avec Charcot, qui lui considérait l'hypnose comme un état pathologique, souvent associé à l'hystérie. Et de l'autre côté, on avait l'école de Nancy qui voyait l'hypnose comme un phénomène normal, naturel, qui était plutôt lié à la suggestion et donc à des sémantiques bien spécifiques qui créent un état potentiellement. On a en parallèle, bien sûr il n'y avait pas que en France, mais vous imaginez bien qu'à cette période-là ça se diffusait, donc on a eu en Allemagne, en Autriche, beaucoup d'éléments qui se sont développés. L'hypnose d'autant plus parce qu'il y avait Freud qui était passé à Salpêtrière, qui était passé je crois aussi à Nancy, et donc a beaucoup partagé à ce niveau-là. Il y avait d'ailleurs celui qui l'avait initialement envoyé à Salpêtrière comme c'est déjà, mais Freud ayant pris de plus en plus de place, ça a beaucoup joué. En Russie, il y a toutes les figures initiées par Pavlov qui ont étudié la suggestion, les effets sur les réflexes conditionnés. Bechterev aussi qui introduit l'hypnose dans la neuro. Donc on a partout à cette période-là un développement de l'hypnose. Japon-Chine, en Asie, il y a eu énormément de choses qui se sont développées, notamment dans le chamanisme, le zen, et puis dans énormément de travaux différents. On pourrait même se dire qu'il y avait aussi tout le travail lié au Qigong, au Tai Chi, etc. Apparemment, en Chine, ça je ne savais pas, l'hypnose de scène était populaire dans les années 1900-1930, avant de perdre toute popularité. En Inde, il y avait l'abbé Faria, mais il y avait Esdel, donc on sait très bien tout ce qui s'est travaillé, hein, notamment cet état anesthésique absolu de l'état Esdel, qui était intéressant. Il y avait l'abbé Faria, avec son sommeil lucide et état hypnotique est induit par... À l'époque, encore des passes magnétiques, c'est là où il y avait encore des transitions. Pensez bien que l'Inde, avec l'influence des UK, était très hypnotique à cette période-là. On a un élément qui est aussi important, l'hypnose de scène et son impact. Donc, on sait très bien que fin 19e, début 20e, il y avait beaucoup d'hypnose de scène, que ce soit en France, UK, je sais pas, mais États-Unis, etc. On a eu des figures comme La Fontaine, Charles Lafontaine, Donato, qui étaient des hypnotiseurs célèbres qui attiraient vraiment beaucoup de monde. Et ça a permis de faire découvrir l'hypnose, mais pas forcément de la bonne façon, comme un petit peu Mesmer aujourd'hui à la télé, qui donne du bon et du moins bon. Donc on a pu avoir des idées fausses qui ont été propagées. Beaucoup de démonstrations publiques qui pour beaucoup étaient considérées comme théâtrales. Alors à savoir que on sait que à ces périodes-là, certaines personnes étaient des assistants, donc on connaît tous les leviers de l'effet mouton, etc., etc. Il y a certains médecins et chercheurs comme Joseph Delboeuf qui ont reconnu l'habilité de ces hypnos-là. Et puis il y en a d'autres comme Paul-Louis Ladame et Cesare Lombroso qui dénonçaient ces pratiques pour leur danger et impact négatif. En gros, c'est exactement pareil que actuellement avec l'hypnose de rue, l'hypnose de scène par le corps médical. Ça sera toujours la même chose, il y aura toujours cette guéguerre à ce moment-là. Mais en tout cas, ça a permis de développer beaucoup de choses qui amènent à une hypnose clinique où les gens peuvent quand même avoir confiance dedans parce qu'il y avait des phénomènes qui attiraient, ça attirait l'attention, etc. C'est un peu semé de confusion, mais au bout du compte, ça a conduit à des débats éthiques, scientifiques autour de l'hypnose intéressants. Maintenant, on est dans l'ère de l'hypnose contemporaine. La personne la plus reconnue actuellement, c'est Milton Erickson. Ça a été un de ceux qui a vraiment modifié l'hypnose dans un processus plutôt de communication centré sur le patient en utilisant des métaphores, des histoires, vous connaissez tout ça, hein, des suggestions indirectes. Ça a permis vraiment de créer quelque chose
de plus doux, plus soft par rapport à ce qui a été connu par le passé. Et aujourd'hui, on est sur une hypnose qui permet énormément de choses comme gestion de l'anxiété, douleur, phobie, etc. Et les neurosciences ont confirmé que l'hypnose altère effectivement l'activité cérébrale, modifiant les perceptions de la douleur, etc. Donc on est plus aujourd'hui dans une analyse de tout ce qui se passe d'un point de vue hypnotique. Pour résumer, on a donc eu des ères au niveau de l'hypnose. On a eu l'ère primitive, entre guillemets, avec tout ce qui était hypnose naturelle, transe naturelle, on va dire la période de la transe, où la fixation, où les rituels, où la religiosité permettait de rentrer dans des états pour atteindre des compréhensions de soi, ou prédire des choses, ou s'apaiser sur différents éléments. On a eu la phase mesmérisme, où on a estimé que l'hypnose, ou en tout cas cette pré-hypnose était liée à un fluide qui pouvait modifier le fluide du corps qu'il recevait pour guérir. On est passé après à une notion plus psychologique de l'hypnose avec l'hypnotisme, avec ce que Braid a mis en place et les différentes variantes qu'on a eues avec l'école de Nancy, l'école de la Salpêtrière. Et puis enfin, on est arrivé sur le stade de l'hypnose contemporaine avec Milton Erickson, qui a vraiment beaucoup travaillé dessus, Dave Hellman bien sûr, qui a dès lors permis une mise en place dans la médecine bien spécifique de l'hypnose, mais aussi dans la psychothérapie, la psychologie et de nombreux éléments qui sont complétés aujourd'hui par tout ce qui est neuro. Si vous avez des questions et des remarques sur ce premier chapitre, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.